Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la conversation en ligne ce soir. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui au Musée national d'art asiatique, aussi connu comme le musée Guimet. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir. L'école est le partenaire scientifique de l'exposition Lord des Ming, qui sera notre sujet pour notre conversation. Quelques mots sur l'école avant tout, l'école qui a été créée en 2012 dans le but de partager les connaissances du monde de la joaillerie, l'histoire du bijou, la gémologie et également les savoir-faire. Donc on aura un peu des trois ce soir, ça sera parfait. Et puis, laissez-moi vous présenter mes partenaires de crime pour ce soir, à savoir Hélène Gasquel. Vous êtes la conservatrice des collections des mobilier chinois et textile. Et Arnaud Bertrand, vous êtes les conservateurs de la collection de la Chine ancienne et de la Corée. Et vous êtes tous les deux les commissaires d'exposition de Lord des Ming. Et donc on va pouvoir commencer par évoquer ce que c'est que cette collection qui est présentée pour l'exposition de Lord des Ming. Bonjour, bonsoir plutôt Laetitia. Merci de nous accueillir, c'est un plaisir d'être là. En effet, je pense que le cadre du musée Guimet est un endroit magnifique pour pouvoir présenter une collection rare. Quand on dit exceptionnel, on dit souvent exceptionnel, mais c'est le cas ici puisqu'on parle d'objets en or datés du 15-16e siècle en grande majorité, qui sont extrêmement peu connus. Quand on parle effectivement de l'époque Ming, on ne pense pas forcément à ces objets en or, et qui viennent toutes donc d'une collection présentée donc au musée du Tutiang, au musée des Beaux-Arts du Tutiang à Xi'an, qui se situe au cœur en fait de la Chine du fleuve Jaune, donc dans le Shaanxi, lieu très important. Et donc on a dès le départ en fait avec nos collègues du Tutiang travaillé vraiment en équipe pour valoriser, mettre en avant une collection très peu connue avec un angle en fait que l'on voulait Hélène et moi aborder. Donc c'est une exposition qui, ici placée en deuxième étage, donc dans ce qu'on appelle la rotonde, juste au-dessus de la bibliothèque de Monsieur Guimet, composée de 3 espaces. Un premier pédagogique où nous avons des vidéos techniques avec votre soutien, une recontextualisation historique dont on reparlera, mais aussi donc une présentation de la vaisselle d'apparat en deuxième section, et puis là, dans la rotonde, de tout ce qui est associé aux parures et ornements féminins en or. En effet. Et donc, pour commencer cette conférence, on souhaitait commencer par ce qui est peut-être la base, puisqu'on voulait vous présenter cette pièce qui est dans la collection de l'École des Arts Joailliers, qui est un cristal d'or. On reviendra là-dessus. L'or cristallise, et là on retrouve ces formes géométriques pointues qui sont spécifiques aux cristaux d'or. On détaillera ça plus précisément après, mais de gisements primaires, avant que l'érosion arrive et arrondisse et donne les pépites qu'on a plus l'habitude de voir peut-être à la télé ou dans l'imaginaire collectif. On souhaitait également commencer en évoquant le mot or et l'étymologie qu'on peut y rattacher au travers de 3 langues. Donc déjà en français, le mot or qui vient du mot latin aurum, qui signifie l'or, et qui viendrait lui-même de Aurora, la déesse de l'aube. Donc on y voit une référence à la lumière, à l'éclat de l'or, alors qu'en anglais, le mot gold va venir alors de gold en allemand, ou de gut en néerlandais, ou de gould en teuton. Et donc on retrouve ici plutôt l'étymologie de métal brillant. Et donc ces termes en teuton et en néerlandais vont aussi donner un autre mot en anglais, yellow. Et donc on voit qu'on peut associer au mot gold en anglais aussi bien la matière, l'aspect métallique de l'or, que sa couleur jaune. Mais alors, qu'en est-il pour le chinois ? Alors en chinois, le caractère qui signifie or signifie aussi métal d'une manière plus générale, c'est le caractère tin que vous voyez en haut. Et pour préciser, on dit parfois huang tin, c'est-à-dire le métal jaune. Dans l'Antiquité, le classique des 5 phases, ah oui, c'est un peu plus loin. Oui, on en parlera tout à l'heure. Exactement, on voulait juste aussi déjà vous dévoiler que le symbole chimique de l'or, ça s'écrit AU en référence à l'étymologie latine.
Et donc vous parliez justement de ces 5 phases. Exactement. Donc d'après le classique des 5 phases, qui est un classique de l'Antiquité, il y avait 5 couleurs de métaux. Le métal blanc, baitin, c'est-à-dire l'argent. Le métal bleu-vert, tintin, le plomb. Le métal rouge, chitin, le cuivre. Le métal noir, reitin, le fer. Et enfin le métal jaune, l'or, huantin, dont il est question aujourd'hui. Ouais, celui qui va nous intéresser particulièrement. Alors, pour recontextualiser un peu, l'or n'est pas le matériau le plus précieux au premier rang dans la civilisation chinoise ancienne. Oui. Le matériau précieux, c'est le jade. Donc cette pierre appréciée pour sa dureté, mais aussi sa texture lisse et douce, qui est un matériau incorruptible de par sa dureté, qui est associé dans les rites depuis l'époque néolithique aux situations funéraires. Voilà, donc on voit ici un objet des collections du musée Guimet, le tube Tsong en jade, qui est un objet rituel et qu'on retrouve dans les sépultures de la période néolithique. Donc le jade, c'est l'occasion d'aborder un peu l'étymologie des caractères chinois, si on peut dire, la façon dont ils se forment. Le caractère jade est constitué du caractère qui veut dire le roi, donc avec 3 lignes horizontales qui représenteraient, dit-on, les 3 rides sur le front du tigre, donc vraiment la puissance à l'état brut. Et donc pour faire le jade, on ajoute un point sur le côté du caractère roi. Et peut-être, Arnaud, tu veux ajouter que ce caractère roi. On se connaît bien quand même. Tu sentais que je bouillais quand même derrière. Non, mais c'est bien de rappeler aussi en général, on apprend ça en premier cours de niveau 0 chinois. On dit en général, quand on utilise le caractère Wang, on parle aussi donc d'une symbolique derrière, puisque le trait du bas représente la terre, le trait du haut, le ciel, le trait du milieu, donc l'homme, et celui qui relie les 3, en fait, c'est celui qui a donc le mandat céleste, donc en soi le roi, et puis ensuite bien sûr l'empereur. Et donc pour revenir à la façon dont le jade est associé à l'image de puissance et donc au bien le plus précieux qui soit en Chine, on retrouve donc le caractère jade dans une enceinte pour signifier le pays, l'État, donc le siège du pouvoir central. Sous un toit, sous un auvent, on abrite les trésors. Voilà, donc le trésor, c'est le jade, bien sûr, pour signifier trésor ou précieux. Et sous un toit à double pente avec un point de chaque côté, donc une variante du caractère jade, c'est le caractère métal et or. Que vous évoquiez juste avant. Voilà. Alors, il faut savoir donc, que l'usage de l'or se développe en Chine des périodes très anciennes, mais d'abord à la périphérie, donc au nord, au contact des peuples de la steppe, et au sud aussi, au contact des peuples d'Asie du Sud. L'usage de l'or se développe en Chine. On le retrouve aussi utilisé de plus en plus durant les périodes où les routes de la soie sont très actives, où les échanges avec l'étranger sont particulièrement importants. Et également sous le règne des dynasties d'origine étrangère, les dynasties du Nord, donc notamment les dynasties Liao et Qin qui ont gouverné le nord de la Chine à une période proche de l'époque Song, et puis sous le règne de la dynastie mongole des Yuan, donc un empire à travers toute l'Asie et qui précède justement le règne des Ming. Donc on voit ici une magnifique coupe qui date de la période Yuan et qui atteste donc du développement de l'usage de l'or sous le règne des Mongols. Et les Ming sont donc en quelque sorte les héritiers de cette tradition, et je vais donner la parole à Arnaud. Et oui, parce que c'est vrai, toute fin du XIVe siècle, on arrive à une époque où la Chine est en capacité, en fait, notamment par cette ethnie majoritaire Han, à restaurer le pays de cette occupation mongole qui s'est quand même bien sinisée à cette époque-là. Et la première chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une forme de paradoxe, une volonté de
de restaurer, je dirais, les traditions ancestrales chinoises, tant de l'époque Tang ou même de l'époque Song, donc les périodes qui sont avant en fait l'occupation donc de ces peuples de la steppe, et d'une certaine manière d'être dans cette continuité aussi, évidemment, puisqu'on parle de milliers de personnes qui vivent sur un territoire immense, et donc forcément qui a pris des coutumes associées donc aux cultures mongoles. Et l'or, évidemment, est au cœur de ces coutumes, puisqu'on est sur une époque où c'est un matériau, en fait, un métal qui circulait un peu partout et qui arrivait donc à la cour. Et donc les premiers empereurs vont être dans cette continuité, mais de plus en plus dans une forme d'ostentatoire. Bon, allez, on va faire un petit point historique quand même pour ceux qui nous écoutent, même si je pense que la période des Ming n'est pas celle qui est la moins célèbre. Si on dit cité interdite ou porcelaine bleue et blanc, tout le monde connaît grosso modo qu'on est au XIVe, XVe siècle. C'est vrai, effectivement, on passe du sud au nord avec le déplacement de la capitale sous le deuxième empereur Yongle, moment effectivement de développement et d'enrichissement important, remise en place des examens impériaux, donc dans la continuité des traditions chinoises. Mais c'est aussi une période donc de forte exportation, on en reparlera plus tard, et d'importation avec une ouverture des routes maritimes. C'est un temps je dirais, d'exploration, de développement de très nombreuses en fait, je dirais, formes d'orfèvrerie, d'artisanat qui arrivent donc à son paroxysme à ce moment-là. Et l'or en fait correspond à ce moment-là où on arrive à rentrer vraiment dans l'extra-détail, dans l'extra-préciosité. C'est une bonne transition pour notre plan, c'est parfait. L'école aime bien les plans en 3 parties, donc ce sera le cas ce soir. La première partie, ce sera au sujet du travail de l'or, aussi bien la matière que le geste, le savoir-faire pour le travailler. Le deuxième concernera les gemmes, puisqu'on va le découvrir, mais il y a un essor de l'utilisation des gemmes au moment de la dynastie Ming, et donc à la recherche de ces pierres, et également les symboliques de la couleur qui y sont rattachées, et dans un troisième temps, l'usage et le symbolisme des pièces, en particulier celles exposées aujourd'hui dans cette exposition. Alors, confrontons-nous directement à cette première partie sur le travail de l'or. Alors, quand on parle de l'or, surtout en tant que chimiste, on est obligé de commencer par parler du fait que l'or est un atome. Alors, on ne prend pas peur en regardant le tableau de Mendeleïev, ça va bien se passer, le tableau périodique qui va regrouper tous les éléments chimiques. Et l'or, en tant que tel, en fait partie, au même titre que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Dans le tableau de Mendeleïev, on va définir les éléments chimiques par rapport au nombre de protons, donc de particules qui sont présentes dans le noyau, en l'occurrence 79. Et forcément, le fait qu'on ait ce nombre précis de protons va avoir des conséquences sur les propriétés de l'atome d'or. Alors, la première peut paraître basique, mais fort utile pour de la bijouterie, c'est que c'est une matière un élément chimique qui sera solide à température ambiante. Peut être utile, et puis également bon conducteur électrique, on lui connaît des propriétés catalytiques de réaction, c'est pour ça que des fois on se fait voler les pots d'échappement des voitures parce qu'il y a de l'or dedans. En tous les cas, historiquement, maintenant ça a peut-être un peu évolué, mais à un moment c'était ça. Donc on va retrouver différentes utilités à l'or d'un point de vue chimique. On peut aussi regarder l'or d'un point de vue de géologue et donc de se demander comment l'or s'est formé. L'or en tant que métal, matière, élément, ce qu'on appelle lourd en chimie, a été issu des réactions nucléaires lors des explosions de supernova il y a 13,5 milliards d'années, donc au moment du Big Bang. Et certains atomes qui ont été formés à cette époque-là n'étaient pas suffisamment stables pour nous parvenir en quantité, on va dire, suffisante, mais l'or étant stable, même s'il est rare, on le trouve diffus dans la croûte terrestre. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais ce qui fait qu'on va avoir vraiment des gisements où on va trouver plus d'or, c'est des phénomènes qu'on appelle de fluides hydrothermaux. Donc on peut imaginer de l'eau très chaude sous pression qui va circuler dans les fissures, fractures de la Terre, dissoudre de la roche un petit peu au passage et donc agréger certains éléments chimiques dont l'or. Puis quand on va arriver à des températures pression un petit peu plus acceptables, ça va pouvoir cristalliser et former des cristaux. Parce que c'est ça également qui est intéressant avec l'or, c'est que c'est un élément chimique, mais également un cristal. Alors par cristal, on entend un solide dont les constituants, atomes ou molécules, sont organisés d'une manière régulière, selon un schéma. Et donc on a ici la structure atomique justement de l'or, où on va avoir, donc ici c'est une structure qui cristallise dans le système cubique, et plus précisément on parle de cubique face centrée pour ces structures de l'or.
Donc c'est un cristal, mais c'est aussi un minéral. La distinction, c'est que le minéral, c'est une matière qui est naturellement produite par la Terre et très souvent cristallisée. Comme l'or est constitué uniquement d'atomes d'or, on va parler d'éléments natifs, il y a très peu d'exemples, mais on en a quelques-uns en joaillerie, gémologie. On peut citer le diamant, par exemple, parmi ces différentes possibilités. Quelque chose d'important au niveau des propriétés de l'or en tant que cristal et en tant que minéral, c'est sa température de fusion. Elle est autour de 1064 degrés pour la température de fusion, alors que l'argent, on est autour de 980 à peu près, et pour le platine, on est autour de 1700. Donc on voit qu'on a quand même 3 différents niveaux de température de fusion. Donc l'or, même si la température est élevée, elle est quand même relativement facilement atteignable pour être travaillée depuis les temps anciens en bijoux, ce qui va avoir son importance. Vous évoquiez la question de la porcelaine. C'est un peu la même chose pour l'or. C'est quand même la maîtrise du feu, la maîtrise de la chaleur qui va rendre possible le savoir-faire sur ces matières. Alors, quelques propriétés qui découlent directement pour l'or. Le premier, la couleur. Encore une fois, ça peut paraître évident, mais on l'a vu par l'étymologie, le sens de la couleur jaune est directement attaché à cette matière. Dans certaines civilisations, c'est pour ça que ça a été rattaché au soleil, à certaines symboliques. Peut-être que vous aurez le temps de revenir un petit peu plus là-dessus. Et puis même en termes de technologie, c'est quelque chose qui est important. Des fois, ça a été utilisé sur des télescopes spatiaux, justement, pour ses propriétés de couleur et d'éclat métallique. Une deuxième propriété importante, la stabilité. Ce qui veut dire que déjà, si on compare à l'argent, on a une matière qui va peu s'oxyder, qui sera dans le temps très stable, qui restera normalement dans l'état où on a connu la matière dès le départ. Et puis également, par rapport aux interactions entre le bijou et le vivant, l'humain, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on ne risque rien à porter nos bijoux en or, ne fera pas d'allergie. Également, une propriété qui va nous intéresser pour les savoir-faire, la malléabilité. Donc ça va être la capacité d'étirer l'or pour produire, entre autres, des fils, des câbles, quelque chose de très fin. On considère qu'à partir d'1 gramme d'or, on va pouvoir former jusqu'à 2 km de fil, alors d'un diamètre très très fin, 0,00001 mm, mais en tous les cas, on a cette possibilité qui sera importante pour, en particulier, le filigrane, pour dévoiler déjà le nom. Et puis la ductilité, donc là, c'est la capacité à résister au choc, au choc dans le sens si on vient le frapper, le ciseler, le travailler, il va pouvoir être quand même suffisamment ductile pour pouvoir être travaillé dans ce sens sans rompre. Et donc on avait 2 vidéos à vous partager pour justement évoquer ces 2 techniques, en commençant par le filigrane. Est-ce que vous souhaitiez dire quelques mots là-dessus ? Alors, le filigrane, c'est l'une des grandes techniques de l'orfèvrerie d'or de la période Ming. On rencontre des décors très ostentatoires, très raffinés, très complexes, qui sont entièrement créés grâce à la technique du filigrane, donc qui est expliquée dans cette courte vidéo que nous avons réalisée grâce à l'appui scientifique de l'École des Arts Joailliers. Voilà, on a une deuxième séquence qu'on vous montre ici. Il y en a d'autres que vous pourrez découvrir dans l'exposition, consacrée à la granulation, donc qui est une autre technique importante, souvent combinée à l'art du filigrane. Donc on va venir chauffer en fait l'or pour réaliser des petites billes d'or qui vont pouvoir être utilisées dans le bijou. Et on les trempe dans l'eau pour les refroidir, ce qui permet de garder la forme ronde, pour dire quelques mots de Et puis ce sont des vidéos qui ont vraiment un effet pédagogique qui nous manquait dans la construction de l'exposition et qui plaît beaucoup en fait à notre public, mais aussi à nous-mêmes, pour comprendre comment tous ces objets ont été fabriqués. Ce qui effectivement, ce que vous expliquez est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris et connu, et pas forcément toujours accessible. Donc ces vidéos ont quand même un effet très positif. Et donc, vous aviez un objet que vous souhaitiez partager avec le public pour justement montrer ces différentes techniques. Alors oui, un des objets, une des pièces les plus spectaculaires de l'exposition, c'est cette paire de boîtes avec sur le couvercle un daim couché qui tient dans sa bouche, dans sa gueule, je ne sais pas ce qu'il faut dire, une branche de pomégranate, une branche de
Grenade. Voilà, donc c'est une symbolique vraiment de bon augure. Le daim est associé à la longévité, il est aussi associé en Chine à l'idée de la carrière dans l'administration impériale, donc vraiment la réussite sociale, tandis que la grenade, qui est un fruit à grains, du fait de l'homophonie entre le terme grain, le caractère grain, zi en chinois, et celui qui dit le fils, l'héritier, zi également, du fait de cette homophonie, la grenade est synonyme de descendance prospère et de transmission de la lignée sur de nombreuses générations. Donc c'est vraiment un thème de bon augure par excellence. Pour revenir aux boîtes elles-mêmes, donc il s'agit de boîtes de relativement petite dimension, entièrement ajourées, réalisées en filigrane, et donc la résille qui forme la boîte, les parois de la boîte, est différente sur le corps de la boîte et sur le couvercle. On a un motif différent, donc avec l'ajout de petites billes en granulation sur la partie inférieure qu'on ne retrouve pas sur le couvercle. Voilà, le couvercle est formé de volutes, tandis qu'on a un motif de fleurette sur le bas de la boîte. Voilà. Et une chose très intéressante et sur laquelle on va vous interroger, Laetitia, c'est la différence de coloration entre les deux boîtes. Donc, on remarque un certain nombre de différences, notamment la taille et la couleur des pierres, mais cela ne suffit pas à expliquer la différence de couleur entre les deux objets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. C'est une transition parfaite. Alors, pour revenir à ces explications-là, peut-être qu'on peut commencer par rappeler cette expression qu'on a souvent entendue de l'or 24 carats, qui en fait à la base vient du solidus, donc cette pièce d'or qui est créée par Constantin Ier vers 310, qui à l'époque est un étalon de la monétaire byzantin et qui va donc se diffuser dans le bassin méditerranéen. Et il s'avère que cette pièce pèse 4,5 grammes. C'est très précis, mais à l'époque, on mesure déjà en carats anciens, et en carats, eh ben, ça correspond à 24 carats anciens, c'est 4,5 grammes. Alors l'origine du mot carat, ça vient en fait des graines de caroubier qui étaient utilisées pour peser les objets de valeur de petite taille, comme les épices, les pierres précieuses, les gemmes, l'or également, puisque ces graines ont la capacité d'avoir à peu près tout le même poids de l'une à l'autre, et puis également d'être stables dans leur masse dans le temps en fonction de l'humidité, de la température. C'est assez pratique de ne pas changer en permanence d'étalon pour mesurer. Et donc, l'origine du mot carat vient des graines de caroubier. Donc cette pièce qui était en or, on suppose pur, faisait 24 carats, d'où l'expression 24 carats pour l'or pur. Mais dans la réalité, l'orfèvre ne va pas utiliser l'or pur pour réaliser ces pièces. L'or est trop mou, trop malléable. Alors, certes, c'est un avantage pour filigrane et certaines techniques, mais pour l'utilisation quotidienne, sans que les bijoux ou les vaisselles d'apparat soient déformés, ça peut être problématique. Donc, en fait, on va utiliser des alliages. On va utiliser donc d'autres matières qu'on va venir mélanger à l'or pour faire notre alliage. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être du cuivre, ça peut être du zinc. Et on voit avec ce diagramme qui vous est présenté ici qu'en fonction de l'autre métal qu'on va ajouter, on va changer la couleur. Donc ça peut être une explication pour la pièce. Si on ajoute du cuivre, on part plutôt dans les teintes rougeâtres. Là, si on ajoute de l'argent, on part plutôt vers les teintes blanchâtres, voire carrément de l'or blanc. Donc ça va jouer énormément là-dessus. Et donc on va parler de 24 carats pour un or pur, 22 on est autour de 91%, 18, 75, etc. jusqu'à 9 carats, 37,5% d'or pur dans l'alliage. Ce qui peut amener la question, si on revient à nos boîtes à décor de daim, de la teneur en or, mais on a peut-être un indice. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette photo, donc, qui représente la base de l'une des deux boîtes, on retrouve la même inscription sur chacune des boîtes. Donc l'inscription indique que l'objet a été réalisé par le bureau d'orfèvrerie impériale en l'anchincho de l'Erwani, donc une marque cyclique qui correspond à 1601, en métal précieux, donc en or pur à 85%. Voilà. On serait à peu près à nos 18 carats en conversion, donc assez pur comme or. Déjà pas mal. C'est pur, mais qui peut expliquer justement la finesse du travail aussi sur la pièce. Tout à fait. Donc ça nous amène à notre deuxième partie sur les gemmes, et on souhaitait commencer avec une petite citation. Oui, c'est une citation qui a été un peu le fil rouge de construction même de l'exposition quand on a commencé avec Hélène en s'intéressant à comment finalement l'or était compris à l'époque Ming.
plus, je dirais, là, dans les cas des parures féminines que pour la vaisselle en elle-même, les bijoux permettent de disperser la lumière et, je dirais, d'égayer le teint. Le teint, généralement, plutôt blanc pour les personnes de la haute aristocratie. Et donc, l'or a cette vertu, évidemment, je dirais, d'enjoliver le visage et de l'illuminer, en fait, par son côté étincelant, je dirais. Donc, c'est un adage assez connu du XVIe siècle et qui convient bien, je dirais, en fait, à la thématique de notre exposition. Porter des bijoux en or et en jade ornés de perles pour disperser la lumière, c'est une bonne... Oui, oui. un bon Puis c'est un ordre, donc on n'a pas le choix, il faut le faire. Si on est obligé, alors, moi, je veux bien me dévouer. Oui, alors c'est vrai que parmi les pièces qui sont ici placées dans la deuxième section de l'exposition consacrée à la vaisselle d'apparat, il y a quelque chose qui n'est absolument pas lié à la vaisselle, c'est un sceptre. Enfin nous on appelle ça un sceptre, mais en fait c'est pas le bon terme. En chinois on appelle ça le jouyi, qui veut dire faites comme il vous plaira, comme bon vous semblera, et qui à l'époque Ming est vraiment utilisé comme un insigne, je dirais, d'autorité, mais aussi en fait plutôt de richesse, de réussite. C'est un objet qui est parfaitement, je dirais, de très 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 haut de gamme. Je veux dire, au niveau de technique, on a l'incrustation, les gemmes placées en cabochon, travail à la filigrane dont on parlait tout à l'heure, bien sûr l'inscription qui indique là qu'on est quand même à 90%. Donc si je comprends bien qu'on est un petit peu plus, que désolé Hélène, par rapport à tout à l'heure. Mais il n'y a pas de compétition entre nous, mais bon, voilà. À l'intérieur, on incruste bien sûr un jade qui prend la forme d'un type de champignon, le ganoderme. Tu as vu, c'est bien, qui est un champignon. Alors là, on rentre en fait dans le discours en fait caché, parce que qu'il s'agisse de l'orfèvrerie Ming, mais aussi en général dans la peinture ou dans la porcelaine. Tout type en fait je dirais de matériaux dans lesquels on met de l'iconographie animalier, végétaux, derrière en fait il y a une signification. Et c'est le cas déjà de ce type de champignon qui est plutôt associé au taoïsme, à la longévité, comme les daims. L'objectif est de vivre le plus vieux possible et avec le plus de réussite. Et cet objet en fait a cette particularité-là parce qu'on retrouve en fait sur ce jade représenté une aigrette qui est en train de voler aux côtés donc de fleurs de lotus, et en chinois, l'aigrette se dit lu et fleur de lotus se dit lian. Et donc, d'une manière générale, on dit ilu lian ke, qui veut dire nous vous souhaitons réussite dans vos examens. Donc, c'est une particularité qu'on ne devine pas, ce qu'on appelle en fait plutôt du cryptographique. Et puis de l'autre côté, on reparlera peut-être déjà tout à l'heure, donc je vous poserai la question, Laetitia. On trouve un autre motif qui ici représente la longévité, shou, associé à une chauve-souris fou, et fou en fait est l'homonymie donc de la réussite, du bonheur, oui c'est ça. Donc on dit fou shou joui, qui veut dire nous vous souhaitons, enfin comme bon vous semblera, nous vous souhaitons longévité et bonheur. Nous, on va revenir peut-être sur les jades, parce que c'est un mot un peu fourre-tout. Oui, on parle de terme parapluie, mais on est dans cette idée-là, puisqu'on va... en fait, c'est un terme qui va désigner deux minéraux qui sont, ainsi dire, assez distincts, puisqu'ils n'ont chimiquement pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais on va parler donc du jade néphrite, ou de la néphrite, donc, qui fait partie de la famille des amphiboles, et la jadéite qui va faire partie de la famille des pyroxènes. Donc, vous voyez, même pas de la même famille, mais qui, à une époque où la science et la chimie n'est pas encore connue, peut être confusante, puisqu'on est sur deux matières qui ont des couleurs assez similaires, majoritairement le vert, même si ici on a un très bel exemple de jade dans les tons blanchâtres. Pour le jadéite, on va vraiment avoir un panel très large, du jaune, du brun, de l'orange, du rouge, du lilas, des violets, un peu de bleu. Là où pour la néphrite, c'est un petit peu plus restreint, mais on a quand même blanc, brun, vert globalement, mais surtout qui ont une ténacité importante. Par ténacité, on va considérer que c'est la résistance au choc. Là où la dureté, on va considérer que c'est la résistance à la rayure, à l'abrasion. Mais dans tous les cas, la dureté est aussi très bonne pour le jade, mais la ténacité est particulièrement réputée et connue pour cette matière. Ce qui va d'ailleurs lui donner, d'un point de vue symbolique que vous évoquiez avant, beaucoup de liens, que ce soit l'indestructibilité, la pureté, la protection également dans les rites funéraires et dans les tombes pour les défunts. Donc vraiment un sens assez fort. Et puis pour cette pièce, on pourrait se demander de fait si c'est jadéite ou néphrite.
Alors sans analyse, la question peut demeurer, mais en tous les cas, d'un point de vue historique, on peut avoir une piste de réponse, puisque la néphrite, on a des gisements connus en Chine à cette époque-là, là où pour la jadéite, c'est la Birmanie. Donc il y a questionnement d'un point de vue scientifique de savoir à partir de quel moment la jadéite est arrivée en Chine. Certaines sources considèrent fin dynastie Ming, début de la dynastie Qing, et pour certains, ça serait même à partir du XIIIe. Donc la question demeure, mais en tous les cas, plus favorablement néphrite par rapport aux éléments qu'on a. Hein. Ça irait plutôt dans cette direction-là. Et en termes de couleur, c'est tout à fait possible. Mais ça pose donc des questions d'approvisionnement de matière, puisque les deux sont possibles, et on pourra revenir là-dessus. Il y a une autre matière qui était intéressante. C'est vrai que quand on pense à l'Asie, on pense peut-être au jade en premier, mais l'ambre est aussi importante. Il y a des traces d'utilisation de l'ambre depuis plus de 3000 ans en Chine, et il y a cette paire de boucles d'oreilles qu'on voulait vous montrer. Alors là, pour l'ambre, pour le coup, on quitte le domaine du minéral du jade, puisqu'on arrive sur des matières organiques. Hein, c'est de la résine fossilisée d'arbres. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment on appelle l'ambre en chinois ? Alors l'ambre se dit rupo, c'est un terme en 2 caractères, mais qui peut s'écrire de 2 façons différentes. Donc soit des caractères spécifiques qui sont vraiment liés aux matériaux dans lesquels on retrouve donc sur la gauche la clé qu'on retrouve dans le jade en fait. C'est la clé du jade, même si c'est la forme du roi Wang. Voilà, on retrouve cette clé dans différentes les caractères qui correspondent à de nombreuses pierres. Et puis une autre façon d'écrire le terme rupo, c'est avec les caractères tigre et âme, donc ça signifie l'âme du tigre, et donc c'est une signification particulièrement puissante et évocatrice. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on disait, hein, là, on ne pense pas forcément à l'ambre en premier, en tous les cas, nous, occidentaux, pour la Chine, alors qu'on retrouve des traces d'utilisation de l'ambre en Chine dès la période de la dynastie Han. Alors, dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, pour resituer. Et on va retrouver archéologiquement à peu près une 60aine de tombes dans lesquelles on retrouve des artefacts en ambre. Hein. Donc là, on voit la distribution à travers le pays. Et donc, ça pose la question de l'origine de cet ambre, puisque à l'époque, on ne connaît pas de gisement pour la Chine, on connaît soit la Baltique, qui est encore de nos jours vraiment importante en production d'ambre, et puis également la Birmanie, le Myanmar, dans lequel on va trouver même ce qui est considéré de nos jours comme l'ambre le plus ancien, d'un point de vue de fossilisation et de formation. Et donc, ça pose la question, est-ce qu'ils se sont plutôt approvisionnés en Birmanie, ce qui paraît plus proche, ou est-ce qu'ils sont plutôt approvisionnés à la Baltique? Alors, sur les artefacts qui ont été trouvés dans les tombes de la dynastie Han, des analyses ont été faites par une équipe de chercheurs. L'un des moyens de faire de la traçabilité d'origine pour l'ambre, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie infrarouge. Donc, sur le graphique, vous allez retrouver ce qui est la référence pour la Baltique, la référence pour la Birmanie, et puis 2 graphiques des artefacts qui sont sur la photo de gauche. Et en fait, on a une caractéristique en infrarouge qu'on appelle la Baltic Shoulder, l'épaulement de la Baltique, qui est cette zone surlignée en jaune qu'on ne retrouve pas dans les artefacts numéro 1, numéro 2, ce qui laisse supposer que ces artefacts trouvés dans les tombes Han sont plutôt de Birmanie. Mais la même équipe qui est allée analyser des artefacts de la collection du Hunan Museum, plus de l'époque Ming, même s'il y a quelques artefacts de l'époque Han, pour le coup, plutôt conclu par les mêmes techniques, les mêmes protocoles, à des origines de la Baltique. Donc il semblerait qu'on avait les 2 origines possibles pour l'ambre en Chine sous la dynastie Ming, ce qui pose la question, encore une fois, d'approvisionnement, probablement route de la soie, mais probablement voie maritime. Et oui, ce type de recherches sont nécessaires aujourd'hui parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre effectivement l'origine des pierres ou de tout type ou des échanges, parce que c'est vrai qu'en fait souvent quand on dit néphrite, en fait on ne sait pas en fait exactement de quoi on parle, et puis ça peut être très bien des gisements plus proches en fait, donc des sites archéologiques ou alors plus éloignés. C'est vrai qu'à l'époque Ming, la particularité c'est qu'on a de plus en plus de textes aussi et de cartes et d'informations qu'on ne dispose pas à l'époque des Han, 1500 ans avant. Et donc, au tout début en fait de la période Ming, il y a
une volonté impériale de développer des nouvelles, je dirais, amitiés, ou je dirais plutôt de clientélisme, plutôt dominant-dominé entre les puissances, donc entre la puissance de la Chine des Ming et puis les îles du Sud, et d'aller de plus en plus loin jusqu'à la péninsule arabique. Alors on connaissait déjà en fait ces voies des mers depuis très longtemps. Au IXe siècle, il y a même une personne qui a été prise dans un conflit, s'est retrouvée dans l'Empire abbasside et puis s'est retrouvée au Proche-Orient et puis il a refait la route des mers jusqu'à arriver dans la côte sud du canton. Donc on pouvait très bien faire ces voies maritimes et petit à petit on commence à avoir des cartes de plus en plus précises, là qui figure même la belle ville de Marseille, donc voilà, où je suis né, donc il faut quand même le signaler. Et donc oui, et sur la slide d'après, on va tomber sur ce personnage iconique de l'époque Ming qui s'appelle Zhang He. Son nom d'origine, c'est Ma Re. Ma qui désigne en fait une personne en fait qui est associée à la confession, à l'islam, puisque c'est en fait sa famille a fait le pèlerinage à la Mecque et donc il a ce nom-là. Et il vient justement du sud. Il vient pas vraiment de Birmanie, mais il vient du sud de la Chine. Et on sait la différence de climat et de température et de géographie entre Pékin et le Guangdong, par exemple. Et il va être pris dans des conflits, intégré, puis va devenir eunuque et petit à petit va rejoindre en fait les exploits militaires de Yongle jusqu'à être au départ des premières expéditions maritimes. Il en fait quand même un certain nombre entre 1405 et 1433 jusqu'à ce que ce soit les Ming, en fait, l'État des Ming qui décide d'arrêter ces missions. Et donc, comme on le voit sur la carte, il va un peu partout. Il commence avec la côte sud de la Chine, intégré donc jusqu'à évidemment la Malaisie, la péninsule qui est prise souvent par les pirates, d'ailleurs, c'est un lieu de passage très célèbre. Puis bien sûr, la baie du Bengale, le Ceylan, jusqu'à atteindre la péninsule arabique, et revenir avec les trésors en fait qui les composent. Exactement, et donc il y a une tombe qui a été découverte dans laquelle un certain nombre d'objets, on parle d'à peu près 500 pièces d'orfèvrerie avec à peu près 18 types de gemmes qui sont de ceux qu'on retrouve, ça peut être du chrysoprase, des saphirs, des rubis, qui ont été rattachés aux explorations de Zheng He, et donc entre autres certaines gemmes dont on sait qu'on ne peut les trouver en tous les cas à l'époque que sur certaines origines, comme les turquoises de Nishapur qui sont spécifiques à l'Iran et donc à cette partie du golfe Persique également. Et on va y retrouver également dans ce mausolée un lingot d'or qui nous apporte des informations complémentaires sur l'approvisionnement de ces matières. Oui, donc effectivement, le lingot de la tombe du prince Zhuang de Liang dans la province du Hubei comporte une inscription qui est souvent utilisée pour témoigner donc de l'usage d'or qui serait issu de ces expéditions maritimes dans l'océan Indien, puisque l'inscription indique donc la teneur en métal précieux, une fois encore, et le poids du lingot, et surtout le fait que le lingot a été fondu à partir de métal acquis dans l'océan Indien un certain jour du 4e mois de la 17e année du règne de Yongle, c'est-à-dire en 1419, pendant la période des voyages d'exploration de l'amiral Zheng He. Voilà, donc c'est vraiment le témoignage du fait que le métal précieux a aussi été importé en Chine par le biais de ces expéditions. Et on est 2 années avant officiellement la fondation de Pékin comme capitale d'ailleurs, 1421. Et donc là, vous avez des céramiques qui ont été découvertes donc, au large de la péninsule arabique. Alors c'était assez intéressant. Les missions archéologiques se développent de plus en plus dans le cadre de collaborations internationales avec différents pays, notamment en fait, de l'Arabie. Et on découvre jusqu'en Arabie Saoudite des céramiques, des porcelaines de différentes époques, puisque même si les missions de Zhang He se sont elles-mêmes arrêtées, elles ont évidemment poursuivi et ont continué en fait à approvisionner un marché en fait côtier en échange de plumes de martin pêcheur et d'autres minéraux très en vogue et qui plaisaient évidemment aux Ming et permettaient aussi au trésor en fait impérial d'être en quantité suffisante pour ne pas manquer de ce qu'il fallait pour réaliser les objets donc, et de disposer de toutes les couleurs de gemmes nécessaires par exemple. Et donc forcément Zhang He et ses missions sont célèbres et vont permettre à nous
de mieux comprendre l'origine donc de ces matériaux par des cartes et des informations, des narrations qui sont publiées, imprimées et accessibles à toutes et tous à partir du XVe et notamment XVIe siècle, tant à la capitale que dans les provinces. Une autre matière sur laquelle on souhaitait faire un focus, c'est les gemmes rouges. On en retrouve beaucoup dans les pièces qui sont exposées ici et peut-être en lien avec la symbolique de la couleur rouge en Chine. C'est fort probable. On constate effectivement que dans les pièces d'orfèvrerie et de joaillerie de l'époque Ming, la pierre rouge est la première couleur de gemmes rencontrée. Donc c'était sûrement une recherche particulière. Le rouge en Chine, on considère souvent qu'il y a 5 couleurs, on l'a vu tout à l'heure avec le classique des 5 phases. Donc les 5 couleurs qui sont associées chacune à un orient, puisque le jaune associé à la terre est également lié au centre. Le centre en Chine est considéré comme une des directions, voilà, donc le centre nord, sud, est, ouest. Et donc le rouge est associé au sud, et c'est une couleur bénéfique, faste, comme l'exposition sud solaire, voilà, à l'origine d'une certaine puissance et une certaine énergie vitale. Et donc on retrouve par exemple sur cette couronne phénix de l'impératrice, on va retrouver au total à peu près 70 gemmes, principalement rouges. On retrouvera également des saphirs bleus, des saphirs jaunes, quelques plumes de martin pêcheur. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces gemmes rouges, des analyses ont été réalisées et 88% des gemmes rouges sont des spinels. Les autres sont des rubis. Alors ça soulève la question, est-ce que c'est en connaissance de cause qu'ils ont utilisé les spinels et les rubis, ou est-ce que c'est un peu comme en Occident une forme de confusion, puisqu'à l'époque, en tous les cas en Europe, on avait souvent cette confusion, on parlait d'escarboucles pour parler de gemmes rouges, du fait qu'en fait c'est des pierres qui ont la même couleur, qui viennent de la même source géographique, principalement la Birmanie, et des formations géologiques similaires. La roche-mère, la matrice ici est très similaire, on est sur de la calcite dans les deux cas, donc la confusion est quand même assez facilement possible tant qu'on n'a pas la chimie pour nous permettre de faire l'identification. Probablement la distinction n'existait pas. Voilà. En Chine, on parle d'ailleurs de pierres précieuses rouges. Oui. Voilà, pour désigner les rubis. Ce qui est possible des fois, c'est que certains mineurs, du fait du travail, des fois ont une certaine connaissance de la matière sans savoir exactement ce qu'ils ont. C'est pour ça que c'est toujours un peu au conditionnel ces questions-là. Et donc il y a beaucoup de pièces, en tous les cas celle-ci, où on retrouve à la fois le rubis et à la fois le saphir, donc deux variétés de la famille des corindons. On va parler de rubis quand c'est rouge et de saphir quand c'est bleu. Saphir de couleur pour les autres, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et puis ce qui est intéressant également sur cette pièce, c'est qu'on retrouve le petit ressort qui va venir animer la pièce au moment de l'usage, mais on en parlera juste après. Et une autre gemme qu'on va retrouver sur un certain nombre de pièces qui sont en exposition ici, c'est la perle. La perle qui, à l'époque, normalement n'est que fine. La perle de culture n'a été développée qu'au début du XXe siècle, même si on connaît certains témoignages qui laissent entendre que sur la dynastie Ming, les premiers essais de ce qui pourrait s'apparenter à une forme de perle de culture ont eu lieu en glissant des petits bouddhas dans les coquilles de mollusques pour qu'ils se recouvrent de nacre. Mais donc, en tous les cas, ici, on serait, d'un point de vue historique, sur des perles fines. Et en termes d'origine, l'origine la plus connue pour l'époque, pour la Chine, c'est la région de la Mandchourie, qui est encore une région très, très importante pour la production de perles. Alors, ce qui nous amène à la question de l'usage et du symbolisme des pièces qui sont présentées ici. Et vous souhaitiez commencer par évoquer les verseuses, la verseuse. Oui, on va faire ça rapidement pour aussi permettre d'avoir un peu de temps pour les questions. Donc là, on va surtout inviter les nombreux auditeurs qui nous écoutent à venir à l'exposition pour voir ces pièces. C'est quand même l'essentiel. Il faut bien comprendre que l'exposition a été conçue d'un point de vue pédagogique, en lien avec les peintures. Et donc, pour comprendre comment l'ensemble de ces ornements et de ces vases étaient tenus et à quelle place ils occupaient. Ici, vous avez des verseuses qui sont plutôt de style persan et qui vont plaire et inspirer les productions, évidemment, de porcelaine, mais aussi, évidemment, des productions en or, et que l'on retrouve, excusez-moi, c'est pas le bon côté, et que l'on retrouve dans une peinture qui est ici, en fait, représentant l'empereur Xuan II, donc réalisant le jeu du taureau, c'est un lancer de flèche dans
Et donc, voilà, il s'amuse, hein, il se fait plaisir, mais tout à sa droite, en fait, il y a un certain nombre de serviteurs, dont un qui tient en fait cette verseuse de style persane. Et le voilà en fait en zoom. Tu veux que je garde? Je peux garder. Qui est ici. Et donc c'est quand même très utile parce que ça nous permet en fait de montrer en contexte comment ces objets sont utilisés et là pour le coup servent évidemment à verser donc, du vin. Alors une autre pièce qui servait pour l'alcool, c'est cette fameuse coupe tuée, qui est une forme héritée de la haute antiquité, hein, qu'on retrouve dès l'époque de la dynastie royale des Shang, donc avant la période impériale. Dès le XVIe siècle, on rencontre cette forme de verseuse tout à fait caractéristique qu'on reconnaît à ses 3 pieds. Voilà, et ces 2 becs verseurs en quelque sorte, voilà, les 2 colonnes en forme de champignons historiquement, qui servaient peut-être à attacher différents parfums qu'on faisait tremper dans l'alcool. Bon, tout ça, ce sont des hypothèses. Donc cette verseuse qui est une forme, enfin cette coupe plutôt, qui est une forme de l'Antiquité, servait dans le cadre des sacrifices aux ancêtres. C'était alors une forme en bronze, donc on voit un exemplaire du musée Guimet. Sous les Ming, la forme est revisitée et remise au goût du jour, réinterprétée. Ça devient une coupe à boire. Et en tant que coupe à boire, on a jugé utile de la doter d'une soucoupe, hein, d'une forme d'assiette. Et pour que la coupe soit bien stable sur la soucoupe, on a placé un support central en forme de montagne autour duquel viennent s'encastrer les 3 pieds de la coupe. Donc cette forme a été utilisée en orfèvrerie d'or, comme on peut le voir avec l'exceptionnelle pièce du Chuchiang, mais aussi en porcelaine, comme on le voyait sur la slide précédente. En termes d'iconographie, cette coupe est ornée donc le dragon, comme on peut dire, qui a servi pour l'affiche. Si on regarde attentivement, ça n'est pas un vrai dragon, c'est ce qu'on appelle en chinois un feiyu, c'est-à-dire un poisson volant. Alors bien sûr, pour les Occidentaux, c'est avant tout un dragon, mais si on l'observe attentivement, cette créature céleste est pourvue d'ailes. Or, le dragon chinois flotte dans les cieux sans avoir recours à des ailes ou des plumes quelconques. Et par ailleurs, le feiyu, à la différence du dragon impérial, est pourvu d'une queue de poisson. Voilà, donc c'est à ça qu'on le reconnaît. Et donc ce feiyu, c'est une forme de faux dragon, un détournement en quelque sorte de l'iconographie impériale qui pouvait être utilisé par un prince ou quelqu'un d'un certain rang, mais qui n'était pas habilité à utiliser l'iconographie impériale du dragon. On le retrouve là. On retrouve tout à fait le feiyu sur ce pendant d'écharpe, donc le peijui, qui est un accessoire typique de l'époque Ming, donc qui a été repris en fait, qui est repris du vêtement de l'époque Song. Donc comme on le disait tout à l'heure en introduction, l'époque Ming est une période de restauration du pouvoir chinois après le règne des Mongols, donc une dynastie étrangère, et il y a une volonté de revenir aux traditions proprement chinoises, et donc on se tourne vers les dynasties qui sont considérées comme des grandes périodes de la civilisation chinoise, notamment la dynastie Song, et donc on le retrouve beaucoup dans le vêtement féminin officiel, cette robe avec l'écharpe dont les motifs étaient liés au statut de la personne qui la portait, et comme le pendant d'écharpe, lui aussi comprenait un motif associé au statut. La couronne du phénix, on a vu tout à l'heure la couronne impériale d'une impératrice de l'empereur Wanli. Ici, c'est une impératrice douairière qui est représentée, voilà, qui porte aussi cette couronne du phénix, qui elle aussi est un emprunt à l'époque Song. Et oui, vous voyez bien qu'il y a... Oh, pardon, excusez-moi, je vois qu'il y a... Voilà, je ne connaissais pas l'animation derrière. Il y aurait tant de choses à dire, évidemment, sur ces ornementations. La deuxième partie de cette exposition permet de suivre un petit peu, je dirais, la femme qui s'habille avec les différentes ornementations, différents bijoux, en fait, qu'ils peuvent porter. Et donc là, ce sont les parures de tête qui représentent quand même un pourcentage important de cette collection du musée des Beaux-Arts du Chuchiang à Xi'an, comme c'est le cas ici avec un objet qu'on aime bien,
Hélène et moi, sur ce dragon. Pour le coup, c'est un vrai dragon qui s'entortille donc en filigrane hein, sur une longue tige et tentant donc d'avaler cette pierre de la connaissance. Je pense, oui. Et tout au bout de cette pierre, vous avez en fait un petit élément. Vos yeux ne vous trompent pas. C'est une petite cuillère qui sert à rien d'autre que de nettoyer les oreilles. Et on appelle en chinois ça le sanchi. En fait, il y avait ces petits couteaux suisses qui étaient placés à l'intérieur des cheveux. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque, et déjà depuis très longtemps, on ne se coupe pas les cheveux. Donc les parures, souvent placées d'ailleurs en paire, ont comme objectif d'abord de tenir la coiffure évidemment en place et au sein duquel on va intégrer tous ces objets. Et puis, encore une fois, l'or permet donc de dorer le visage. Donc, imaginez donc des coiffes de plus en plus complexes et qui ont cet effet. C'est le cas, par exemple, avec ce type de lanterne qu'on appelle des éléments mobiles, en fait, buyao, un peu comme le crabe, et qui vont bouger donc avec des petits pas placés en fait l'un derrière l'autre. Et donc, on sent les tintements des cloches probablement, mais pas forcément, utilisés pour des événements spécifiques, type des fêtes de fin de célébrité, donc de fin d'année. Parmi les autres ornements féminins, les autres parures, les autres bijoux particulièrement importants sous les ming, on compte les boucles d'oreilles. Donc on a vu tout à l'heure, avec Arnaud à l'instant, les épingles de coiffure. Les boucles d'oreilles se sont tout à fait généralisées en fait à l'époque Ming. C'est peut-être un peu surprenant compte tenu des traditions chinoises dans lesquelles le corps est un bien précieux transmis par les parents. Et en vertu des préceptes de la piété filiale, on ne porte aucune atteinte à l'intégrité physique du corps, au point même qu'on ne se coupe pas les cheveux. Et donc c'est surprenant de voir que sous les Ming, on se perçait les oreilles. La plupart des femmes portent des boucles d'oreilles qui sont des boucles pour oreilles percées. Et on peut voir là une forme d'héritage finalement de la tradition mongole. On l'avait pour l'usage de l'or et l'usage des boucles d'oreilles est aussi une forme d'héritage des traditions mongoles. Donc la tige de ces pendants d'oreilles est particulièrement imposante et surprenante. On voit la manipulation que ça implique. Donc pour introduire la boucle d'oreille, il fallait la retourner et l'introduire à l'envers, puis la placer vers le bas. Et la tige qui se retrouve donc derrière l'oreille, appuyant sur l'os mastoïde, faisait office de maintien, en fait, de contrepoids et de maintien pour éviter que les boucles ne tombent. En termes d'iconographie, c'est une boucle en forme de calebasse. Donc la calebasse, c'est une cucurbitacée qui comporte de nombreux grains et qui, comme la grenade qu'on évoquait tout à l'heure, est synonyme de descendance prospère. Et donc ce modèle de boucle d'oreille en forme de calebasse qu'on peut voir sur de nombreuses peintures était visiblement l'un des modèles les plus appréciés par les femmes de la période Ming. Parmi les autres modèles qu'on pouvait rencontrer, les anneaux d'oreilles avec différents ornements en forme de dragon, de chrysanthème, de fleurs de prunus. Voilà. Et on finira avec les bracelets. On finira très rapidement avec les bracelets qui sont portés par paires, qui ont évidemment qui sont très fréquemment utilisés, et pas forcément que dans la civilisation chinoise, bien entendu. Il suffit de voir les séries pour ça. Les reconstitutions, on voit toujours des bracelets, hein, bien sûr. Ici, la particularité, je dirais, c'est la partie intérieure. C'est outre donc le travail, parce qu'il faut vraiment s'approcher de ces pièces pour voir le travail de filigrane qui est très précieux. Mais il y a toujours, je dirais, un aspect apotropaïque par ces pièces qui sont destinées à protéger en fait des maladies, protéger de tout type de problèmes. Alors, un souhait de progéniture prospère, de réussite à l'examen, mais aussi, évidemment, là, on a un certain nombre de caractères qui disent Fu Shou Kongning, et qui veut dire tout simplement, nous souhaitons, j'espère donc, être toujours en bonne santé, toujours en longue longévité, et donc placé en fait au départ des poignets, qui dans la médecine chinoise sont aussi le départ des maux ou la sortie des énergies négatives. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut toujours en fait relire en fait à deux manières en fait ces pièces.
Je pense que c'est parfait de finir cette conversation en parlant du fait d'évacuer les énergies négatives oui. et de ne prendre que le positif. Exactement. Et donc pour ça, de venir voir l'exposition ici au musée Guimet, de la découvrir par vous-même et de venir admirer ces splendeurs que vous avez dans l'exposition. Quelques mots rapidement, la prochaine conférence en ligne de l'école sera sur les perles de Bahreïn à Paris le 27 novembre. Alors je crois qu'on a de nombreuses questions qu'on va se répartir. Alors peut-être pour Hélène, la première, est-ce que le crabe a une signification particulière? Je pense que c'est en référence aux pièces qu'on a montrées tout à l'heure. Oui, bien sûr. Alors le crabe est un symbole de bon augure en Chine, ce qui peut nous paraître surprenant. Voilà, on ne s'attend pas à un tel crustacé associé chez nous au cancer. Voilà, il n'y a aucune signification astrologique du crabe en Chine. La symbolique du crabe repose sur l'homophonie, donc comme Arnaud l'a évoqué à plusieurs reprises, la langue chinoise est une langue très concise, chaque caractère est porteur de sens, mais il y a aussi une certaine concision phonétique, et donc il y a peu de phonèmes différents et on rencontre de nombreux homophones. Donc le crabe, recier, crabe de rivière, et homophone de harmonie, recier. Et par ailleurs, donc, sur ces épingles de coiffure, il y en a plusieurs dans l'exposition à motif de crabe. Le crabe est associé systématiquement à deux épis. Donc l'épi, pareil, est homophone sui. L'épi est homophone de successivement, voilà, l'idée de succession dans le temps. Et donc sui sui recier, que l'harmonie règne et perdure au fil du temps. Alors une autre question, peut-être plus pour Arnaud, vu que c'est vous qui en parliez. Quels étaient les éventuels contenus des verseuses? Du vin. C'est rarement de l'eau. Voilà. Non, ça n'écoutait pas non plus des verseuses à thé, parce que pour le thé, en Chine, on utilisait une autre vaisselle. Oui, ça, c'est certain que c'était c'était vraiment des verseuses à alcool. Oui. Alors, pour l'un d'entre vous, est-ce que l'atelier impérial avait un monopole sur l'utilisation de l'or? Tu veux que je réponde? Non. Oui, non. Faudrait faire un questionnaire. Non, absolument pas. Et plus en fait on va dans le temps de l'époque Ming, moins en fait il y a cette, je dirais, cette capacité à contrôler l'usage en fait de l'or. Et donc les productions même dites du bureau de l'orfèvrerie peuvent être, ça c'est des bureaux provinciaux. Et en fait, on voit en fait des pièces qui sont très similaires à ce qui est situé à la cour et qui peuvent être finalement dans les mains de riches marchands ou d'élites en fait, se trouvant à 3000 km de là. Il n'y avait pas de monopole sur l'usage de l'or, mais par contre, certaines formes et certains motifs étaient réglementés. Voilà, alors, il y a eu bien sûr des abus, mais voilà, l'usage de certaines formes, et notamment la coupe à vin tripode tuée, était vraiment réservé à l'entourage impérial très proche. De la même manière que j'avais entendu dire pour les dragons, il y a aussi une iconographie spécifique, ce qui peut nous amener à l'autre question. Pouvez-vous redonner le nom du dragon ailé? Guillemets à dragon, et les auditeurs ont été attentifs à la queue de poisson. Alors c'est le fei yu, donc littéralement fei c'est volant et yu c'est le poisson, donc c'est le poisson volant, fei yu. On a une autre question. Ces ornements et parures étaient-ils portés au quotidien ou lors d'occasions spéciales? Quand on voit de telles splendeurs, ça peut poser les deux. la question. Ça dépend par qui, ça dépend pour quelles occasions. Je dirais comme aujourd'hui, les bijoux de famille, les pièces de joaillerie les plus précieuses, certaines personnes les portent au quotidien, d'autres pas. Oui, exactement. Voilà. Ça dépend de la richesse, du statut et de l'occasion. Bien sûr. Ce sont des mariages ou des événements de succès d'un examen, par exemple. On va apporter des objets absolument différents avec une signification bien particulière. Très bien. Une autre question au sujet du sceptre Rui. Quelle est sa dimension? Avez-vous connaissance du poids de ce type d'objet? Je pense que la manière d'utilisation doit susciter un peu des questions. Oui, parce qu'en fait, de ce qu'on comprend, bon, c'est une pièce qui est fait quoi? Je pense à peu près cette taille-là. On est il faut venir la voir dans l'exposition. Elle est 35 cm. Oui. Et normalement, on désigne avec cet objet, enfin, c'était le cas aux périodes anciennes, une arme normalement, ou quelque chose évidemment qui était de nature à présenter une certaine autorité, presque martiale. En termes de poids, là pour le coup, je ne me souviens plus du tout en fait du poids de
le cette pièce. Toi, manipuler lors de Vas-y. l'installation. Ouais. C'est pas si lourd parce que donc la face du manche, si j'ose dire, est tout en filigrane avec sertissage de pierre. On n'a pas parlé du très beau travail de sertis en fleurs dans les étamines maintiennent les gemmes. Voilà, tandis qu'autour on a un sertis clos plus classique en ruban. Voilà, donc tout ce travail en filigrane est bien sûr très léger et le revers, on a une plaque, une feuille d'or assez fine. Voilà, donc le poids principal de l'objet se trouve dans le cabochon de jade ajouré. L'or en lui-même au niveau du poids. Je serais incapable de dire le poids, mais c'est relativement léger. Alors on a une dernière question qui peut être difficile potentiellement. Quelles sont vos pièces préférées de l'exposition? À chacun d'entre vous. Ça va être compliqué d'en choisir une. Alors, j'autoriserai d'aller jusqu'à 2 pour répondre à la question. Non, on va essayer une. Mais Moi, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles Calebasse, d'autant plus du fait qu'elles étaient, entre guillemets, populaires. Voilà, c'était une forme très répandue à l'époque Ming. Et comme vous l'avez vu, on a un travail incroyable de filigrane, donc avec un fil appliqué sur le long des courbes de la courge, qui évoque les stries très fines de la peau de cette cucurbitacée. Voilà, je pense que c'est une de mes pièces préférées. Ouais, moi j'en ai 2, mais je dirais qu'effectivement celle que j'aime la plus, c'est une toute petite pièce qui représente un bâton de moine pèlerin dont on parle assez peu et en fait dont la signification au départ est plutôt religieuse, mais on voit bien en fait une grenouille sur un lotus, qui veut dire accéder d'un statut social à un autre, et ça je trouve ça très drôle. Parce que c'est caractéristique aussi des craintes d'être destitué, et c'est placé en fait à l'intérieur de la chevelure, donc on ne le voit pas. Donc j'aime bien en fait l'idée qu'on est là dans une véritable intimité qui est seulement comprise en fait par son propriétaire. Donc j'espère qu'on a pu répondre à pas mal de vos questions. Et puis ça va être l'heure malheureusement de nous quitter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie à tous les deux pour cet échange fort instructif. Merci beaucoup Laetitia. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.